Sylvie Lebon de Beauvoir, qui est notre invitée ce matin. Bonjour, merci d'être en notre compagnie. Vous l'aurez tout à l'heure, mais pour l'instant, je le garde parce qu'on va en lire des extraits en votre compagnie. Sylvie Lebon de Beauvoir, vous êtes professeure de philosophie, éditrice, fille adoptive de Simone de Beauvoir. On reviendra sur ce point. Vous préfacez également l'édition manuscrite du Deuxième Sexe, parue également hier aux éditions Les Saints-Pères. Chacun sait que Simone de Beauvoir est une philosophe. J'aimerais que l'on parle de l'écrivaine et on va l'écouter tout de suite évoquer son rapport à la littérature, aux mots et aux histoires. Quand j'étais toute petite, que j'avais 7-8 ans, j'aimais énormément lire. Et alors, ça m'amusait d'imiter les livres que je lisais. Et par exemple, j'avais écrit une certaine famille Cornichon qui imitait la famille Fenouillard et que d'ailleurs, très gentiment, mes parents avaient fait relier dans un véritable livre. Une tante avait tout recopié et c'était sur des pages blanches dans un livre. Sylvie Lebon de Beauvoir, entendre à nouveau la voix de Simone de Beauvoir, qu'est-ce que ça suscite en vous? Eh bien, bonjour Guillaume. Ça m'émeut toujours beaucoup. Et c'est très amusant qu'elle parle de ses petits écrits d'enfance. Et je crois que d'ailleurs nous avons reproduit dans l'album un de ses écrits, La famille Cornichon, je crois. Mais sa véritable vocation d'écrivain, car il faut le dire et le redire, Simone de Beauvoir a voulu être et a été avant tout un écrivain. Sa véritable vocation d'écrivain s'est décidée à l'âge de 15 ans. À partir de là, réellement, la littérature a été pour elle tout le sens de sa vie. Elle raconte cela merveilleusement pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui ne l'ont pas encore lu, qui ont la chance de le découvrir dans Mémoire d'une jeune fille rangée, qu'il faudrait pouvoir lire indépendamment des mots, parce qu'il y a une forme d'injustice. C'est un livre merveilleux, avec une langue très pure, avec une grande méticulosité dans le choix du vocabulaire. Et on voit en fait comment cette femme s'est formée dans et par les livres. Oui, absolument. Dans les Mémoires d'une fille rangée, elle raconte le bouleversement qu'a causé en elle la découverte de la littérature contemporaine. Auparavant, son père, qui était lettré, lui lisait les grands classiques, Victor Hugo, Edmond Rostand, etc. Mais la littérature restait, en somme, pour elle, une sorte de monument qu'on révérait et qu'on visitait. Tandis que lorsque, grâce à son cousin Jacques, à l'âge de 16 ans, 17 ans, elle a découvert Gide, Proust, la littérature contemporaine, là, elle a senti que la littérature, ce n'était pas un monument qu'on visitait, mais quelque chose qui vous concernait au plus profond de vous-même, qui allait vous permettre de vivre. Et justement, comment a-t-elle pris conscience qu'il lui fallait écrire ? Je pense que les difficultés qu'elle a rencontrées dans son milieu, elle a été élevée dans un milieu bourgeois, catholique, elle a fait ses études au Cours des Irs, une institution privée catholique, traditionnaliste. Dans son milieu, elle a très vite senti des barrières qu'elle a voulu franchir, mais ça a été très difficile. Et au fond, ce qu'elle raconte dans les Mémoires d'une jeune fille rangée, son adolescence, c'est un combat perpétuel pour devenir elle-même, justement. Et dans ce combat, la littérature lui a servi d'arme, entre autres. Ce qui a été pour elle une autre arme, c'est qu'au contact de la littérature, elle a désiré écrire et qu'elle a tout de suite commencé un journal. Justement, on va entendre à nouveau Simone de Beauvoir évoquer son rapport à la condition bourgeoise. Je ne me suis pas révoltée au jour le jour, mais j'ai gardé un très grand dégoût par la suite des institutions bourgeoises. C'est venu petit à petit. Ça a commencé très lentement, ça a commencé par une espèce de malaise. Je trouvais qu'il y avait une incohérence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils faisaient. Je trouvais qu'il y avait une énorme bêtise dans leur manière de vivre, qu'ils ne savaient pas vivre. Ça, j'ai commencé à penser ça vers 12-13 ans, que les choses qui se font, il n'y avait pas de raison pour les faire, qu'on pouvait très bien faire qui ne se font pas. Petit à petit, sans révolte, il y a une espèce de bêtise qui m'a sauté aux yeux.
Puis j'ai voulu m'en dégager, et puis j'ai travaillé pour m'en dégager. Et puis une fois que j'ai été étudiante et que j'ai commencé à pouvoir faire une espèce de plan de ma vie, eh bien, j'ai essayé de m'écarter le plus possible de cette espèce de schéma tout fait, tout bâti. La voix de Simone de Beauvoir, Sylvie Lebon de Beauvoir, elle a un rapport particulier à la bourgeoisie parce que le milieu dont elle est issue est un milieu à la fois bourgeois qui va connaître la faillite, donc qui va être désargenté. Il faut que vous nous expliquiez en quelque sorte quel a été le contexte dans lequel elle a été petite fille puis adolescente, Simone de Beauvoir. Oui, elle est née en 1908 et sa famille était très aisée. Mais, en effet, il y a eu une faillite. La guerre de 14 a achevé de ruiner son père. Et elle l'a souvent dit, elle était destinée à une vie de femme classique, le mariage, les enfants. Et cette ruine a été sa chance, car son père lui a dit qu'il ne pourrait pas lui fournir de dot, et donc elle devrait travailler. Pour son père, c'était une déchéance. Pour elle, ça a été une chance et l'ouverture vers la liberté. Cette nécessité de travailler a entraîné le fait qu'elle a fait des études très poussées. Elle a passé l'agrégation de philosophie. Et donc, elle a pu échapper à ce milieu, car, comme elle le dira plus tard, la condition fondamentale pour une femme d'être libre, c'est l'indépendance économique. Il y a autre chose aussi par rapport à ce milieu. La culture qu'on lui a donnée était une sorte de promesse. Elle rappelait souvent le mot d'Alain, qui disait « on ne nous a rien promis ». Mais elle n'était pas d'accord. Si, en nous fournissant une certaine culture, on nous promet un monde juste, beau. Et ce qu'elle va découvrir en même temps que ce qu'elle appelle la bêtise de son milieu, c'est les injustices qui règnent dans le monde. Et précisément, cela, on l'avait un peu dupée en lui faisant croire qu'elle allait trouver un monde beau et idéal. Et on a eu confiance en elle. Son père entretenait un rapport particulier avec cette fille. Peut-être aurait-il préféré avoir un garçon. En tout cas, il lui prêtait un grand destin, de grandes possibilités. Oui. Alors donc, elle était l'aînée, et je crois que non, elle a été très bien accueillie. Mais elle a une sœur cadette, et là peut-être en effet, c'est la sœur qui a souffert du fait d'être de nouveau une fille. Mais Simone de Beauvoir, non. L'aînée, la première, ça passait très bien que ce soit une fille. Oui, son père, en effet, je vous dis, il était cultivé et il l'encourageait à lire et à faire des études. Mais attention, pour lui, les études, c'était une décoration pour une femme. C'était un plus pour le mariage, parce qu'elle allait briller dans les salons, etc. Mais quand il a vu que Simone prenait ses études au sérieux, qu'elle travaillait énormément, de manière acharnée, alors là, ça n'a plus marché. Et il considérait que sa fille devenait un bas bleu, et il l'a trahi. Elle a senti ça comme une trahison, c'est-à-dire qu'il s'est retourné contre elle. Et ça, elle n'a pas compris, elle a beaucoup souffert. Elle pensait, en faisant des études de façon d'ailleurs brillante, elle a fait des études à la fois de lettres, de sciences et de philosophie. Et toujours avec des résultats très brillants. Donc, il était flatté, mais en même temps, quand il a vu donc qu'elle les prenait au sérieux, il l'a laissé tomber en un sens, parce que c'était un homme tout à fait, par exemple, antiféministe. Et elle a senti ça comme un abandon. Elle en a souffert pendant son adolescence. Donc, finalement, elle a poursuivi ses études contre son père. On découvre dans ces 2 volumes de la Pléiade une formidable force d'écriture avec une capacité d'analyser les situations, de dire les choses et de les dire de manière extrêmement précise, avec beaucoup de choix, et à la fois dans les termes et dans la profondeur psychologique des choses. Il y a donc des livres, un journal, des lettres. Comment et pourquoi a-t-elle décidé de tout écrire? Alors, on va discuter du tout ensuite, Sylvie. Oui, alors, si on
parle des mémoires, la décision qu'elle a prise de les entreprendre est liée chez elle à son sens très profond du temps. Effectivement, la littérature est liée pour elle à la vie, mais d'une manière intime. Et si elle a entrepris des mémoires, c'est pour sauver, en un sens, son existence. Elle a dit, elle a écrit même, qu'elle rêvait, c'était un fantasme, que sa vie s'inscrive sur un magnétophone géant. Et en fait, ce qu'elle a fait avec les mémoires, c'est de prendre la place de ce magnétophone géant. Mais ça n'a pas de rapport, car les mémoires, c'est une œuvre littéraire. Et c'est pas du tout un enregistrement comme ferait un magnétophone. Il y a là tout le travail littéraire, qui est en partie mystérieux, avec son inspiration, et comme vous dites, sa langue, qui surgit du plus profond des émotions et des souvenirs de l'auteur. Alors on peut lire par exemple « Mais nous échappions à l'ennui par la ténacité que nous apportions, Zaza et moi, dans les discussions. Il y eut un débat particulièrement agité sur l'amour qu'on nomme platonique et sur l'autre qu'on ne nommait pas, Zaza étant son ami de cœur, avec là aussi des pages consacrées à ce que veut faire une jeune femme, la manière dont elle se lie aux autres, dont elle se délie aux autres, les différents types de relations qu'on peut avoir avec les individus. Autrement dit, l'existence et pas l'existence politique d'abord. Non, l'existence au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire précisément avec cet ensemble de sensibilités, de choix, de désirs, de rêves, d'espoir. Et vous avez évoqué Zaza, je crois qu'il le faut en effet. C'est sa grande amie d'enfance et de jeunesse. Et si elle a écrit les Mémoires de Virangé, c'est en partie pour ressusciter Zaza. Zaza qui est morte tragiquement à 21 ans, au moment même où Simone de Beauvoir gagnait sa liberté. Et comme elle dit, cette mort l'a bouleversée, elle ne l'a jamais oubliée. Et elle a voulu ressusciter Zaza à plusieurs reprises. C'est seulement dans les Mémoires d'une fille rangée qu'elle y est parvenue. Je crois que les discussions, en effet, qu'elle avait avec Zaza préfigurent celles qu'elle a eues toute sa vie avec ses intimes, où, comme vous dites, tous les grands problèmes, tous les aspects quotidiens de l'existence étaient évoqués. Et moi, quand je l'ai connue beaucoup plus tard, ce qui m'a frappé dans son langage, c'est la richesse de ton. C'est-à-dire que ça pouvait aller de l'argot d'étudiant aux expressions les plus recherchées qu'on trouve dans Saint-Simon, par exemple, vous voyez. Et on retrouve quelque chose de ça dans son écriture. Elle peut passer à des styles de langage très différents, très variés, selon le besoin, bien sûr. Et il y a des moments lyriques, poétiques, quand elle évoque les émotions immédiates de son rapport à la nature, de ses marches à pied passionnées qu'elle faisait, quand elle évoque son amour de Rome. Donc des moments lyriques. Il y a des moments plus réflexifs, et là on sent, sans jamais aucune pédanterie, la philosophe. Et il y a des moments de récit. Elle dit tout et elle ne dit pas tout, et on lui a reproché notamment de ne pas avoir évoqué ses amours lesbiennes. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de comprendre pourquoi ce pan-là de sa vie, qui a été un pan important, Sylvie Lebon, pourquoi ce pan-là n'a pas été couché sur le papier ? Oui, pour son importance, je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, tout ce qui était essentiel et important, elle en a parlé dans ses mémoires. Et si elle n'a pas évoqué cet aspect, c'est peut-être parce qu'elle ne jugeait pas justement si important que cela. Cependant, il y avait d'autres raisons. Il y avait des raisons de discrétion, puisque ces personnes étaient vivantes. Et je trouve beaucoup plus regrettable qu'elle n'ait pas pu évoquer son amour pour Jacques Laurent Bost, qui a été
très important, alors là, dans sa vie, d'abord par sa durée, 15 ans, et ensuite qui a été prolongée par une intimité amicale de toute leur vie. Cependant, quand elle m'a confié la gestion de son œuvre, elle m'a dit qu'il y avait certaines choses qu'elle n'avait pas pu dire, mais que peut-être moi, je pourrais compléter, justement. Et donc, elle pensait bien que si je publiais des inédits, ça compléterait sur ces aspects-là. Justement, vous venez de dire un mot important, gestion de son œuvre. C'est vous qui avez la responsabilité aujourd'hui. Sylvie Lebon, j'ai dit que vous étiez sa fille adoptive. Expliquez-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça signifie? Oui. Alors, j'ai vécu proche de Simone de Beauvoir pendant 26 ans et elle a bien compris que je connaissais et aimais son œuvre. Et elle a décidé, à un certain moment, que je ne pourrais pas exactement situer, mais qu'elle me confierait sa gestion après sa disparition. Elle m'a donc donné des directives et m'a dit que si vous voulez, vous publierez cela. Moi, non, de mon vivant. Elle pensait par exemple à ses lettres à Sartre, vous voyez. Moi, non, je ne les publierai pas, mais vous les publierez. Donc, pour me donner des droits, justement, sur son œuvre, elle a été amenée à cette adoption que j'ai acceptée avec réticence au départ parce que nous n'avions pas du tout de rapport mère-fille. Mais j'ai vite compris que je n'aurais aucun droit en tant que simple amie. Donc, au moment de la mort de Sartre, j'ai changé d'avis quasiment du jour au lendemain. Et j'ai vu qu'il fallait qu'il y ait un lien légal entre elle et moi. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'en suis très fière d'être la fille de Simone de Beauvoir. Mais je préférerais qu'on emploie l'expression de Montaigne qui disait de Mademoiselle de Gourdet, ma fille d'alliance. J'aimerais bien être la fille d'alliance de Simone de Beauvoir.